Bonjour à toutes et à tous chez Mediapart qui nous fait le plaisir de nous accueillir, qui accueille la revue En attendant Nado. Je rappelle que c'est une revue des lettres, des arts et des idées, disponible à l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran. Aujourd'hui on reçoit James Noël donc dans la série d'entretiens qu'on a ouvert il y a maintenant un an entre Mediapart et En attendant Nado. Bonjour James Noël. Bonjour. Et on est avec Tiffaine Samoyo d'En attendant Nado. Bonjour. Pour rappel encore, En attendant Nado fonctionne d'une manière collective, bénévole et indépendante se base sur les financements de ses lecteurs. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Ça fait plusieurs fois qu'En attendant Nado s'intéresse à la littérature haïtienne on en a un représentant aujourd'hui qui est James Noël et que Tiffaine Samoyo connaît bien. Oui, James Noël, on a eu plusieurs fois l'occasion de se rencontrer. Donc, vous êtes ici pour votre premier roman, Belle Merveille, aux éditions Zulma. C'est votre premier roman, mais ça n'est pas votre premier livre. Et vous êtes déjà bien connu pour des recueils de poèmes, pour cette formidable revue Intranquillité, qui rassemble des textes venus un peu de tous les continents, de toutes les îles du monde. Vous faites aussi des performances à la Maison de la Poésie, vous écrivez des paroles de chansons pour Arthur H notamment, vous collaborez avec des musiciens. Bref, vous êtes une personnalité multiforme et impressionnante que j'ai eu l'occasion donc de rencontrer en Haïti, où je suis allée plusieurs fois, mais aussi à Paris. Donc on parlera aussi de toutes ces localisations, de ce qu'on appelle parfois la métaspora haïtienne. Alors, je vous ai rencontré aussi à une autre occasion qu'il est peut-être amusant de rappeler. Enfin, je ne sais pas si c'est un bon souvenir pour vous, mais j'étais au jury de la Villa Médicis lorsque vous avez passé l'oral de ce concours à fort enjeu, hein, puisque juste après, on peut ou non avoir une année à Rome. Et votre projet, alors ça m'a beaucoup frappé parce que votre projet consistait à évoquer le séisme d'Haïti, de 2010, en le mettant en relation avec la catastrophe de Pompéi et d'Herculanum. Et il ne me semble pas que vous ayez strictement réalisé ce projet lorsque vous étiez là-bas, mais le livre rappelle certains aspects de ce projet que vous aviez. Donc j'aimerais bien savoir s'il en est un petit peu le résultat, la suite, ou comment ça s'est passé entre ce moment-là et ce livre-là. Oui, en effet, à Rome, j'avais soumis ce projet pour mettre un roman, pour rendre compte de ce qui s'est passé le 2 janvier 2010. Mais maintenant, l'eau a coulé sur le pont et j'ai fait en effet une année là-bas et je travaillais sur le premier numéro de la revue. Maintenant, nous en sommes à notre 5e parution, 4 numéros ajoutés à un best-of, hors série. Et entre-temps, j'ai écrit des livres comme La migration des murs sur place à la Villa Médicis. J'ai fait plein de choses sur place. Donc, du coup, je n'avais pas écrit ce roman. Mais il s'agit quand même, comme vous l'avez si bien rappelé, d'un premier livre qui est en quelque sorte aussi un premier cri. Et donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Et c'est un petit scandale secret que je gardais pour moi, dans la mesure où, James, toi qui poète multirécidiviste, est-ce que tu es en mesure d'écrire vraiment un premier roman? En plus, il y a tous les discours ambiants. Un roman, c'est difficile. Un roman, c'est pas la poésie. Donc, du coup, je me posais aussi la question, est-ce que tu peux faire un roman? Mais en même temps, moi, je suis dans l'explosion des genres. C'est-à-dire, quand je faisais des poèmes, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur justement de mes livres de poésie. Mais en même temps, les gens attendent s'intéressent à la poésie, à proprement parler. Ça veut dire que si c'est riche, si c'est un vrai poète, comme l'a dit Ferré, un poète, ça sent des pieds. Et là, pour le roman, j'ai eu une urgence, une poussée intérieure. Il y a environ 6 mois, à dire, il faut cesser de dire que tu n'as pas le temps, tu fais 1000 choses, mais là, il faut vraiment te mettre au travail et surtout, en même temps, peut-être pour
éviter la crise de la quarantaine d'il y a 2 ans, etc. Et je me suis dit, bon, on fait ce livre. Et je me suis mis au travail. Je me suis un petit peu écarté de l'idée justement d'écrire un roman sur le séisme. Là, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu très peu de temps après le tremblement de terre, le choléra en Haïti, maladie importée par les casques bleus des Nations Unies. Et 7 ans plus tard, il y a eu par exemple la tempête Matthew. Je me suis dit, bon, moi par exemple comme créateur, ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas juste de faire un roman, de faire un livre, juste pour être romancier ou être poète, etc. C'est d'aller directement au défi. Et en général, personne ne s'intéresse à des choses, par exemple, pas sexy comme un tremblement de terre ou une tempête ou le choléra. Je dis, bon, essayons par exemple de mettre dans un mixeur justement 3 catastrophes pour voir s'il y a moyen, malgré tout, de prendre pied. Et donc, j'ai eu ce parti pris-là à travers le personnage Bernard, ce jeune haïtien, poète raté d'ailleurs, justement, qui a survécu lors du tremblement de terre, mais qui n'arrivait pas du tout à sortir de son trou, de son trauma. Et donc, c'est lui, par exemple, comme protagoniste, qui est le narrateur, qui parle de cet événement, de ces différents événements sur 7 ans. C'est comme un accordéon, justement, déployé sur 7 ans, et tout ça dans la jubilation, dans un rapport amoureux et étonnant avec une bénévole d'origine napolitaine qui était en Haïti bien avant la catastrophe. Donc c'est vraiment à travers ces 2 personnages justement que la merveille a eu lieu. Et l'expression, le titre Belle Merveille, avant tout, c'est une expression haïtienne. C'est une antiphrase aussi, enfin, oui. C'est à la fois une phrase et une antiphrase. Absolument, qui traduit l'extraordinaire, incroyable mais vrai, et pour dire un événement heureux et malheureux. Et malheureux, oui. Et on a l'impression que suffisamment de distance aussi pour vous à passer par rapport à l'événement pour que vous puissiez vous intéresser davantage au discours sur l'événement qu'à la description de l'événement lui-même. Il y a une volonté de ne pas juger ou de ne pas décrire frontalement, mais de mettre en scène l'ensemble de ces discours. Oui, au fait, une polyphonie, disons. Vous avez tout à fait raison. Au fait, il y a aussi le fait que j'ai essayé d'écrire ce livre à plusieurs reprises, sans m'en rendre compte au début, mais c'est-à-dire après l'événement, après le 2 janvier, j'ai écrit un livre qui s'appelle par exemple Kana Sutra. Et je l'ai écrit en Nouvelle-Calédonie. Il m'a fallu par exemple cette distance-là par rapport à Haïti, parce que c'est extrêmement loin par rapport à Haïti. Et à partir de la terre kanak, écrire des sutras, des sentences, des aphorismes, et pour prendre position sur le séisme. Donc déjà, c'était la première fois que le poète en moi, en quelque sorte, avait sombré dans la prose. Donc du coup, j'étais déjà, voilà. Mais c'est pour contourner cet événement, pour prendre la mesure et prendre la distance aussi. Et après, j'ai écrit aussi La fleur de Guernica. Et pour moi, c'est un peu l'enfance aussi, en quelque sorte, de Belle Merveille. Alors que ce n'était pas une décision du tout, hein, mais justement, c'était peut-être déjà tout un processus, tout un travail de distanciation. Et puis, je pense que l'humour et le ton de Belle Merveille, justement, c'est par rapport à toute cette distance-là qui m'a permis un petit peu d'escalader, de transcender et pour dire justement les choses les plus horribles et dans la joie et qui donnent envie encore justement à gargariser, à reprendre. Et c'est un travail en même temps vraiment de jouissance par le biais
quelque chose qui pourrait paraître d'emblée horrible. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions très très drôles dans votre livre. Vous dites par exemple que Haïti, c'est le pays élu sur l'échelle de Richter. Vous évoquez aussi la façon dont votre narrateur ne reçoit pas la manne, parce qu'il y a tout ce côté d'anti-terre promise que serait Haïti, mais avec tout d'un coup la manne qui arrive de l'étranger, de toutes les organisations internationales, de tous les gouvernements, et qui évidemment qui ne profite à personne, ou en tout cas pas à personne de votre connaissance, enfin personne voilà, qui n'appartiennent pas au gouvernement ou aux diverses mafias qui sévissent là-bas. On pourrait avoir l'impression qu'il y a un certain réquisitoire contre les ONG. Dans un sens, c'est aussi mis à distance par l'humour. Comment vous verriez cette volonté de traiter, disons, les ONG un petit peu par-dessus la jambe, on va dire? Oui, au fait, il faut dire après le séisme, il y a eu toute une prolifération d'ONG en Haïti. Et puis entre eux, déjà, il y a tellement de scandales, beaucoup de cas d'ONG qui dénoncent, qui pointent du doigt justement la banqueroute, et le pillage. Donc du coup, d'une certaine manière, je voulais toucher justement le point G des ONG et en même temps montrer aussi le côté humain dans tout ça, dans l'affaire. Et c'est pour ça, par exemple, que ce livre, pour moi, c'est pas du tout moral. Les deux protagonistes, ils rêvent aussi de créer leurs propres ONG pour survivre. Et moi, le nombre de fois en Haïti que je rencontre des compatriotes très jeunes, par exemple, qui viennent me dire « Ah là, je travaillais dans le secteur public, mais je ne gagne pas assez ma vie, et je compte bientôt créer ma propre ONG. » Et maintenant, c'est comme une espèce de mode et une façon aussi pour gagner du fric, parce que être dans une ONG parmi les plus classiques, ben, c'est à la fois une occasion pour avoir une bagnole, une 4x4 pour ces contrées montagneuses, et en même temps avoir une maison décente pour faire comme les Occidentaux, ça veut dire éventuellement une piscine, et là-bas c'est du grand luxe. Et c'est du grand luxe. Ouais, c'est comme un idéal pour beaucoup de gens. Et justement, il y a cet aspect, l'aspect des ONG, mais il y a aussi l'aspect des Nations Unies, et qui était là bien avant le tremblement de terre, mais en même temps, c'est pas les soldats des Nations Unies ne rêvent pas justement de rentrer chez eux et sur le champ, parce que ils ont bénéficié beaucoup de primes de risque, beaucoup d'avantages. Et nous, les êtres humains, on aime bien quand même les avantages. Et donc, comment, par exemple, pointer du doigt l'autre, parce que justement, il est là pour vivre. Là où c'est un petit peu délicat, c'est justement, là par exemple, il y a une population qui est en souffrance et qui est comme prise en otage. Ouais, c'est les ONG qui, en grande partie, c'est des prédateurs justement qui sont incarnés par des oiseaux justement dans Belle Merveille. Justement, je parle de ces oiseaux de proie parfumés. Voilà, qui profitent justement de la manne, parce qu'il y avait toute une espèce de mouvement après le séisme, justement sous prétexte de reconstruction. Voilà, il y a les prédateurs qui viennent en masse pour profiter de l'aide. Il y a quelque chose qui m'a frappé justement sur cette question d'accéder ou d'avoir droit à une petite partie de cette manne. Il y a une phrase qui dit « Pour moi, il n'y a pas de survivants après ce qui s'est passé, nous sommes tous morts ». Alors c'est quelque chose d'assez violent, mais il y a quelque chose de très profond aussi. C'est que cette manne, elle arrive auprès de gens, auprès de toute une population qui est à demi morte, qui est à demi vivante, et à laquelle tout cet argent-là ne va pas répondre. Oui, et il y a
cet aspect, et merci justement de cet exemple, parce que ça profite pour moi, ça me donne l'occasion de parler de ce va-et-vient, de cet aller-retour aussi entre mes maîtres, mes références, quelqu'un comme Jacques Roumain, à travers justement son roman Gouverneur de la Rosée. Et justement, pour moi, c'était aussi une espèce de clin d'œil à Roumain. Et dans il y a ce personnage d'Elira qui ouvre ce chef-d'œuvre qu'est Gouverneur de la Rosée. Et ça commence comme ça, justement, nous sommes morts. Et il brasse la poussière, et nous sommes morts, et nous sommes tous morts. Et justement, il y a pas mal de clins d'œil comme ça. Et pour dire l'horreur, pour dire quelque chose qu'on est en train de vivre. Donc justement, Bernard, à la fois, c'est peut-être un petit cousin éloigné du personnage Manuel dans Gouverneur de la Rosée. Au fait, ce qui m'intéresse beaucoup en écrivant Belle Merveille, c'est voilà, il y a eu, c'est un fait, le tremblement de terre a eu lieu, et les ONG sont là, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont de bonne volonté, qui font des choses. Et le personnage Amoré, l'amoureuse, la compagne extraordinaire, la belle tigresse de Frangipane, justement, elle est là comme un témoignage, parce qu'elle est là vraiment pour aider, elle veut vraiment, elle parle de la beauté d'Haïti aussi, parce que c'est un pays extraordinaire par certains égards. Et justement, c'est Bernard et Amoré, justement, rendre compte de tout ça. Mais ils ont besoin quand même, et ça c'est le cas aussi de vous-même et de beaucoup de vos compatriotes, écrivains haïtiens, de se déplacer, c'est-à-dire que de respirer ailleurs, hein, quitter Haïti, ne serait-ce que provisoirement. Et ça, je voudrais que vous reveniez un peu là-dessus. Vous-même, vous êtes souvent entre la France, Haïti, vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes beaucoup ailleurs. Alors, et je sais que vous n'êtes pas le seul à vivre comme ça. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est un sentiment de non-appartenance, de dépossession? Qu'est-ce qui crée ce mouvement perpétuel? Je pense qu'un créateur a besoin de ça dans l'absolu. Ça veut dire qu'il a besoin de fenêtres, il a besoin de sortir, il a besoin de plonger dans un livre et pour partir, il a besoin de voyager. Donc du coup, en Haïti, par exemple, nous sommes quelques corps comme ça en mouvement qu'on voit ici au Canada, aux États-Unis, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui écrivent et qui n'ont pas voyagé, ou du moins ils voyagent dans les livres. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence. Et quelqu'un comme Paul Chrétien, l'immense, le grand mythe de la littérature haïtienne, a fait son premier voyage, il avait à peu près 60 ans. Oui, lui c'est le contre-exemple parfait. Même après, il a beaucoup voyagé aussi, ouais. Il est sollicité un peu partout, etc. Mais il y a une tradition aussi, justement, de la réussite dans l'écriture, c'est-à-dire vraiment un auteur, déjà le voyage dans les livres, il visite, il va chez les écrivains en lisant Pessoa, Borges, les auteurs haïtiens en général, ils aiment bien citer et lire et manger des livres justement qui viennent de partout, et avoir vraiment une culture cosmopolite, et en même temps, le fait d'être sollicité aussi, c'est une façon aussi de prendre le métier très au sérieux. Et moi, dans mon cas, par exemple, le fait d'avoir été invité très tôt, par exemple, ma première invitation est arrivée à un moment où je n'avais même pas encore écrit mon premier livre. En France, votre première invitation oui, en France. Oui. Et au fait, c'est plutôt
exceptionnel, mais en même temps, quand ça m'est arrivé, j'ai pris conscience très vite que voilà, il s'agit de quelque chose à prendre très au sérieux. Et puis, ouais, ça m'a vraiment poussé à prendre le métier d'écrivain, de poète, très très au sérieux. Et à force d'avoir été invité, même plus tard, en résidence, etc., et à un moment donné aussi, je voulais rester chez moi. Chez moi ne veut pas dire nécessairement en Haïti, mais c'était le cas. Et pour moi, c'était vraiment éviter de trop bouger pour me retrouver, pour renouer avec le silence en moi. Donc du coup, j'avais créé la résidence Passager des Vents à Port-Salut. Et donc, pour moi, c'était une façon de dire, bon, j'ai déjà assez reçu, et maintenant c'est l'occasion de donner, de recevoir, d'inviter des auteurs de partout. Et c'est ce qui a donné lieu plus tard à l'aventure Intranquillité, la revue Intranquillité. Et vraiment, je suis très reconnaissant et très conscient que c'est fort de mes voyages que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Ce n'est pas les voyages qui engendrent la rencontre des personnes extraordinaires. Mais sur mon parcours, justement, j'ai rencontré parmi la foule plusieurs pépites comme ça, et je voulais rassembler toutes ces pépites-là dans un espace. Et c'est ce qui a donné lieu aujourd'hui à la revue Intranquillité. Et évidemment que je mène avec ma compagne Pascal, qui est peintre. Il y a son regard de peintre justement qui compte beaucoup au niveau graphique de la revue Intranquillité, qui est une revue qui évolue dans l'union libre des genres, dans l'explosion des genres. Et tout ça, c'est grâce encore au voyage. Je me dis, je peux aimer mon pays, et puis tout en me rendant vraiment compte que je suis fondamentalement haïtien, ce qui n'est pas antinomique à la dimension de terrien que je suis en même temps. On peut faire aussi référence à un texte précédent qui est paru l'année dernière, vous l'avez dit. Ce qui est un peu dommage, c'est que la migration des murs est difficilement trouvable en librairie, puisque l'édition Galahad a disparu un peu sans crier gare l'année dernière, cette année, ces derniers mois. C'est quoi le lien entre Belle Merveille et la migration des murs? Il y a quand même une phrase qui fait sens. Quelque grand que soit un mur, il est conduit à faire faillite en nous, à s'effondrer dans un de nos moindres tremblements intérieurs. Est-ce que vous avez écrit les deux textes ensemble? Enfin, comment ça s'est passé? Au fait, il y a eu plusieurs versions de la migration des murs. Et, en tout cas, c'est un texte qui a pris naissance d'abord, en effet, à Rome. Et la première parution aussi, d'ailleurs, qui était une publication bilingue. Et Mediapart, comme nous sommes à Mediapart aujourd'hui, en rendait bien compte. Donc je l'ai écrit là-bas, et à l'époque, je me rappelle, tout le monde me rappelait justement l'épisode du séisme, parce que grâce à la distance, tu as écrit un livre sur le séisme, alors que, curieusement, j'étais inspiré par les murs de Rome. C'est les ruines de Rome, justement, qui m'ont inspiré au départ, qui constituent l'élément déclencheur de la migration des murs. Et je me disais, il y a eu le tremblement de terre, donc du coup, mon corps était chargé de murs, de souvenirs, de toutes formes de murs. Et là, je voyais des touristes, des gens qui faisaient des selfies avec des murs, et des murs millénaires, alors que on a vu des murs fraîchement justement effondrés, et qui n'attirent pas pareil. Au fait, tout ça n'a pas d'importance, ça a constitué l'élément déclencheur. Et j'arrivais un jour justement de Pompéi, où j'étais justement pour faire une visite. Et j'ai reçu un appel de ma compagne qui m'a dit
Et il y a 4 jours, justement, que j'avais terminé l'écriture de La Migration des Murs. J'avais envoyé aux amis pensionnaires le premier manuscrit. Et il y a un mur de la Villa Médicis qui s'est effondré. Et c'est le mur de l'allée des Orangers. Et ça avait fait un scandale dans la presse, justement. Et au fait, il y a quelque chose, en tout cas, très tôt qui m'avait frappé dans l'écriture poétique, justement, c'est comment, par exemple, la poésie, malgré le corps du poète, justement, capte des vibrations et anticipe sur ce qui va se produire. Et c'est comme La Poubelle Merveille. Bon, maintenant, comme le roman se termine un peu sans trop livrer la clé, comme il s'agit d'un roman choral, et ça se termine justement sur une tempête. Et maintenant, il y a une tempête qui souffle, voilà, donc on me ramène encore à cette histoire. Et pour La Migration des Murs, c'était genre l'année où Trump est arrivé au pouvoir, qui parle justement d'ériger un mur. Et puis, tout ça, c'est aussi évoqué dans Belle Merveille. Et en ce sens, justement, je dis souvent que je suis un poète. J'écris pour avoir de mes nouvelles. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon aussi de me chercher. Et alors, vous dites que le séisme, le tremblement de terre de 2010, ça vous a conduit d'une certaine manière vers la prose, donc avec les Kana Sutras et puis avec ce livre-là. En même temps, vous êtes poète même quand vous écrivez un roman, c'est-à-dire peu importe finalement. Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez tomber les genres d'une certaine manière, comme vous faites migrer les murs. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce livre-là inaugure un passage ou un changement dans votre manière de voir la langue, de l'écrire, de pratiquer? Oui. En fait, je vois ça comme une autre forme de déploiement. Et donc, dans mes recueils précédents, j'avais déjà un personnage. Je peux prendre l'exemple du sang visible du vitrier. Et je suivais le vitrier de page en page. Et il y avait une histoire en souterrain, dans le livre, par exemple, intitulé Le pyromane adolescent. C'était déjà un peu la même démarche. Et j'avais vraiment, par pudeur, évité, voilà, de faire roman, mais en même temps, pour moi, c'était pareil, sauf que c'est parce que là, on n'attend pas ça chez un poète. Et en ce sens, mon éditrice l'a bien vu, le roi, elle m'a dit, voilà, tu faisais déjà un peu, tu étais déjà dans cette démarche romanesque, mais tout le monde s'en fout, parce qu'on n'attend pas le poète, tu fais de la poésie, si ça nous fait vibrer, très bien, mais et là, je fais le chemin, le travail inverse, c'est-à-dire, là, je suis dans le déploiement, je me colle vraiment à l'histoire, aux histoires, une narration, un travail au niveau du rythme, de la musique, sur la musique, etc. Et justement, tout en restant dans mon univers, dans ma langue, tout en gardant justement ma langue de poète, et tout ça justement de manière beaucoup plus expansible, beaucoup plus une façon de développer un petit peu ce que j'arrivais pas. Quelquefois, j'ai remarqué que parfois, dans les milieux de la poésie, de poètes, c'était vécu un peu comme une trahison que d'aller faire du roman. Vous ne l'avez pas ressenti comme ça, ou vous ne l'avez pas fait sentir comme ça? Non, pas du tout. Au fait, moi, par exemple, je ne cherche pas naturellement la poésie chez les poètes qui écrivent des poèmes. Pour moi, on est plus poète par le regard que par écrit. On peut ne pas savoir lire et être poète. Et pour moi, avant tout, c'est d'aller vers le poème. Écrire Belle Merveille, pour moi, c'est aller davantage vers le poème, vers
ce que j'entends par la beauté et quelque chose est à peine accessible. Et puis, on est fasciné. Et quand on réussit justement à se rapprocher de tout ça, après, on ose signer. Mais, ouais, c'est... Pour moi, justement, il y a être poète, faire de la poésie, pour moi, c'est faire, par exemple, quelque chose comme la revue Intranquillité. J'ai pas appris, c'est pas la poésie, c'est pas mon regard de poète, justement, qu'on aborde ce travail. Et pour moi, le poète, c'est pas quelqu'un qui fait seulement des poèmes, il fait l'amour en poète, et, en tout cas, il peut faire ça en poète. Le poète, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Et on est plus, c'est plus par le regard que ça se passe. Merci beaucoup, James Noël, pour cet entretien avec En attendant Nado. On peut terminer avec une lecture d'un extrait de Belle Merveille que vous avez vous-même choisi. Contre toute attente, ils utilisent Belle Merveille pour nommer une catastrophe, pour baptiser à la fois le people, le bling-bling et l'horreur. Les partisans de la merveille crient au secours. Ils dénoncent le scandale et le mensonge gros comme une maison. Mais les propagateurs d'outrage et d'ouragan persistent et signent. Un accident de voiture sur la route de Léogane, 3 morts, 6 blessés. Belle merveille. 2 avions s'envolent comme 2 moustiques dans la nature. Ils percutent un gratte-ciel à New York. 6000 morts. Belle merveille. Un homme d'affaires se fait attraper dans des histoires criminelles, séquestration et kidnapping. Belle merveille. Un pont tombe sur la route 9. Oh, belle merveille. Un incendie dans un hôtel à Pétionville, un couple enflammé, retrouvé nu, brûlé vif. Belle merveille. Un jeune homme et une femme s'exposent l'un dans l'autre, le sexe soudé dans le feu du désir, collés en plein débat sexuel, comme des chiens. Ils hurlent, crient à l'aide. La scène se passe sur une brouette, où elle chavane. Un des points névralgiques et populaires du centre-ville. Devant ce fait divers, l'humanité s'est révélée choquée. Putain de belle merveille. Un adolescent se suicide à la ruelle Chrétien. C'était un jumeau, oui, commentent les passants. L'autre frère, son portrait tout craché. Il est vivant. Belle merveille. Un octogénaire académicien a avalé sa pipe en même temps que son dentier. Un accident est un vrai problème pour le dictionnaire. À ses funérailles, personne n'était en mesure de dire s'il a vraiment cassé sa pipe. Belle merveille. Au grand marché de la Croix des Bouquets, un cabri refuse de se faire acheter en affichant, sourire aux lèvres, une dent en or. Transcendance peu familière dans le petit cercle des cabris. Les badauds courent à toutes jambes en bas de la ville. Hystérie collective. La police vient en aide au mignon petit cabri. Le propriétaire de l'animal annonce une défense qui sera soutenue par une batterie d'avocats. Belle merveille. Merci beaucoup.